don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life. Fait que je commence toujours avec une grosse question au début, donc prends le temps d'y penser à ta réponse. Tes plans pour le week-end? Question plate, là. C'est une grosse question. Oui, Ça, les plans pour le week-end. On n'a pas grand-chose ce week-end, sauf que c'est la fête à mon épouse. Fait qu'on va célébrer ça dimanche. Puis à part de ça, ça va juste être vraiment de jouir de la belle température, de travailler dans le cours un peu, puis de s'amuser avec des amis. C'est pas des affaires spectaculaires, mais il faut prendre avantage de la belle température. Exact. Qu'est-ce que tu fais pour prendre avantage de la bonne température, Yvan? Moi aussi, passer du temps à l'extérieur, peut-être aller pour une marche. Je vais me reposer cette fin de semaine. Ça fait 2 fins de semaine assez go, là. C'est vrai. Fait que La je vais rester piscine. bien tranquille dans la piscine, dans le soleil. Puis je vais donner une ride à Anthony à l'aéroport dimanche. Ah, OK. Je vais pas dimanche, matin, ouais. ben bonne Ah, heure. t'es déjà, ton 2 semaines est fini, là? Ouais. Puis on s'en va un social samedi soir aussi. En plus, là. Tu jamais vu un social? toi? Non, c'est Bonne chance. c'est pas... Ah, ben, c'est ça, c'est bonne chance! C'est tellement vrai. T'es déjà inquiet. Je suis stressé, C'est là. social à quelqu'un que tu À connais? Jérémy Nantel, qu'on a passé à l'entrevue ce matin, Ah, qui est ok. ici au CCFL. Ah, ouais. Small world. I know. C'est vraiment francophone, ça. Ah, ouais. On l'a passé au podcast tantôt, justement, avant toi, Jérémy Nantel, ouais. Ah, formidable. On a appris aussi jeudi marché d'immobilier à Winnipeg. Puis Ouais. un thème qui revient tout le temps, c'est les gens à Winnipeg sont cheap. C'est-tu vrai? Yeah. C'est-tu vrai, ça? Je l'entends à chaque épisode. Bargain City. Oui, disons que c'est... Oui, c'est vrai. OK. D'après ce que je peux voir, là, tu sais, c'est toujours comme... Right. Let's make a deal sur tout, tu sais. Sure. Puis OK. ça dépend. Ça dépend Interesting. pourquoi. Ça dépend à quelle industrie, on va Ça- en parler Yeah, pour Niveau exactement. 10, là, mais... Ouais, exactement. OK, excellent. Fait que, on est balancé. On commence en force. Normand Dupas, bienvenue au podcast. Très content de faire l'entrevue avec toi. Évidemment, c'est Yvan qui m'a mis en contact. Puis je trouvais que parler de technologie était très, très, très intéressant et d'actualité. Donc, évidemment, avant d'embarquer dans Niva 10, parle-moi un petit peu plus peut-être de ton background, ton expérience, jusqu'à temps qu'on parle de où est-ce que tu es aujourd'hui. Ben oui, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici. C'est très intéressant toujours de parler de soi-même puis de parler de ce qu'on a fait. Moi, j'ai commencé, ça fait longtemps. Je suis entrepreneur je pense que c'est dans mon sang. Tu sais. On commence à un jeune âge de regarder à des entreprises et tout le reste. Mais dans les dernières j'ai arrêté. J'étais dans l'industrie pharmaceutique, puis j'ai arrêté ça il y a à peu près 11 ans. OK. Et puis j'ai commencé une compagnie qui s'appelle Niva 10. Ce que j'ai réalisé, c'est que ma passion, c'est vraiment de créer les choses. Alors, à tous les jours, quand je me réveille, j'adore ça, créer des choses. Fait que quand je dis des choses, à cette heure, c'est des entreprises. Fait que d'abord, que tous les jours, je regarde à bâtir une entreprise, bâtir quelque chose de différent. J'adore aussi apporter des choses spéciales à Winnipeg. On a décidé très jeune dans notre vie qu'on était pour rester à Winnipeg. Donc, on a dit, il faut apporter des choses, il faut améliorer les choses qui existent. Par exemple, un des gros projets qu'on est vraiment fiers, c'est d'avoir apporté un spa à Winnipeg, qui est un spa assez intéressant, qu'on a trouvé, ça fait à peu près 20-25 ans de ça. Là. Ça fait que c'est pas mal spécial de vraiment changer les choses et puis de voir comment faire en sorte que la vie devienne niveau 10. C'est comment élever la vie à un niveau 10. Fait que c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Évidemment, Invadis, c'est une de tes entreprises. Si je me trompe. Un de tes projets. Veux-tu parler justement de l'amplitude de tes projets? Ben oui, ça fait que c'est là où c'est que je travaille avec différentes entreprises au niveau de plusieurs différents aspects. OK. Mais essentiellement, les entreprises viennent me voir en disant, écoute, je suis bloqué, les choses ne marchent pas bien ou j'ai vraiment besoin, les choses marchent bien, mais comment est-ce qu'on peut aller au prochain niveau? Fait que c'est là aussi que j'ai dit, ben écoute, j'avais vraiment... Il y a 11 ans, j'ai réalisé qu'en achetant des entreprises, en achetant des édifices, en mettant ensemble des partenariats et tout le reste, il y avait une connaissance là. Et puis, la meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est de parler à quelqu'un qui l'a fait. Oui. Fait que là, j'ai dit, hey, écoute, j'ai quand même des connaissances là-dedans. Ça serait intéressant de montrer aux autres personnes comment se rendre au prochain niveau, puis comment accroître leur entreprise et puis aussi leur vie. Parce que c'est essentiellement la même chose quand on regarde au niveau d'une vie ou d'une entreprise. L'entreprise, c'est comme une petite vie séparée, un petit bébé séparé. Fait que c'est intéressant de voir comment que les gens peuvent accroître en prenant ça, en regardant, à vouloir faire une différence dans la vie des gens. Parce que une entreprise, partir d'une entreprise, quand on est entrepreneur, c'est vraiment... C'est comme si on mettait un enfant au monde. Donc, il faut que tu y mettes du temps, il faut que tu investisses de l'argent.
d'énergie. Si tu ne fais pas ça, ben, ton entreprise ne fonctionne pas. Yeah. Là, je pose une question at large, mais souvent, il y a des statistiques qui sortent, c'est que à l'intérieur d'un 5 ans en entreprise, la majorité des business owners ferment leur entreprise dû à un échec, malheureusement. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun qui ferait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui ne réussissent pas en affaires, selon toi? Je pense qu'il y a comme un lien où il y a des affaires que les entrepreneurs répètent. Ça, c'est les mêmes fautes. C'est des faux pas, essentiellement. Puis c'est les mêmes faux pas dans chaque circonstance. Oui. Évidemment, il y a des choses comme le COVID et tout le reste, là, Oui. que ça aide il n'y a, pas, personne là. qui- il y a personne qui avait ça dans leur plan d'affaires. Non, tu sais. c'est ça. Fait qu'il y a des choses extraordinaires de même. Mais je pense que si tu regardes à la faillite ou à la réussite, Ou la réussite, oui. il y a des clues, il y a des affaires qui sont OK. laissées dedans, tu sais, qui font en sorte que soit l'entreprise est un succès ou est un échec. Fait que oui, certainement, il y a certaines choses. Mais ultimement, c'est que les gens qui rentrent en entreprise puis ne comprennent pas que l'affaire la plus importante, une des choses les plus importantes, c'est ce qu'on appelle le customer experience. Fait que c'est vraiment au niveau de comment est-ce que tu traites ta clientèle. Puis si tu regardes les entreprises qui ont fait faillite, normalement, c'est pas à cause qu'ils ont vraiment bien pris soin de leur clientèle. Fait que c'est comme un des éléments clés dans toutes les Fait affaires. que c'est d'offrir un service client exceptionnel. Parce que je pense que on pose une question classique du genre quelle est ta plus-value, ta valeur ajoutée sur le marché? On a le meilleur service. Oui, tout le monde veut offrir le meilleur service, j'imagine. Mais selon toi, comment on fait pour identifier sa valeur ajoutée, disons, dans un marché très compétitif? Là? Ben oui, puis c'est ça. Puis c'est ça que, C'est- comme tu as mentionné, tout le monde dit « Ah oui, j'offre du beau service. » tout Mais le est-ce reste. que tu l'as vraiment aussi? Mais est-ce que tu l'as vraiment? Ah, c'est ça. OK. Est-ce que tu as fait des enquêtes avec ouais. tes clients existants? Est-ce que tu comprends pourquoi quelqu'un ne devient pas un client? Mm. Est-ce que tu comprends pourquoi il devient un client? Et puis, fait que c'est facile à dire, difficile à faire. Ça fait. Parce que en anglais, on dit « the devil's in the details ». Hein? Ouais. Fait que si on ne prend pas soin de tous les petits points saillants dans une entreprise, puis souvent, la plupart du temps, les entrepreneurs ne savent même pas qu'ils sont en train de faire ça. Right? Fait que c'est intéressant pour moi. C'est ça qui me donne un charge à tous les jours. C'est quand on est capable de rentrer dans une entreprise puis regarder à ça et dire, écoute, as-tu réalisé que tu es en train de faire ça, ça, ça et ça? As-tu réalisé que tu n'as pas une façon de capter le nom de la personne? As-tu réalisé? Non. Tu sais, fait que c'est vraiment intéressant pour moi de voir ça. Puis aussi, comment de choses que les entrepreneurs ont en commun qui sont en train de soit faire bien ou faire mal. Tu sais. Ouais. Bien faire ou mal. Puis pour revenir à ton parcours personnel, tu as dit que tu as toujours été entrepreneur. Donc, d'où vient cette flamme? Puis Mhm. parle-nous peut-être des projets que tu avais quand tu étais jeune, des petits projets où tu as appris. Ça a toujours été, comme j'ai dit, une passion incroyable. Ça a commencé à l'école, vraiment, oui. Oh, wow. OK. De juste voir, même si la radio qu'on est assis dedans, ici, avec Émile Laco à Sainte-Anne, c'était un gros charge. On avait commencé la première radio dans l'école Sainte-Anne. À cette époque-là, c'était pas Pointe-des-Chênes. Fait que c'est toujours le charge de vraiment dire, wow, on est capable de bâtir quelque chose de spécial. Fait que ça a commencé vraiment jeune, mais c'est le sentiment qu'on reçoit une fois qu'on a fait quelque chose de spécial. Pour moi, ça vaut plus que n'importe quel argent dans le monde. C'est que tu es en train de vraiment faire une différence dans la vie des gens. Puis ça commence jeune, ça. Une fois que tu as ça. Moi, je dis, l'entrepreneuriat, c'est comme une maladie. Hein? C'est comme une maladie. C'est une bonne maladie. Oh, wow. Ben, c'est comme une maladie. C'est comme, il y a quelque chose dans l'entrepreneur qui dit, écoute, je peux faire une différence. Je suis capable d'aller faire, je suis capable de tu sais, montrer les choses, puis l'enthousiasme et tout le reste pour faire en sorte qu'on est capable de faire une différence dans la vie des gens. Ah, tu sais. mon Dieu. Fait que ça a Tellement. commencé très, très jeune. Mais essentiellement, un des premiers gros projets que j'ai participé dedans, c'est que on a décidé d'acheter un édifice. C'était un édifice à cette époque-là, c'était à peu près $1 million en 2000. Ouf, Et OK. puis, à cette époque-là, c'était Ouais, c'est long. encore beaucoup d'argent, mais c'était juste comment est-ce qu'on achète ça. Puis de mettre 8 personnes ensemble, puis tout le reste, puis d'acheter un édifice d'à peu près 12 000 pieds carrés. Puis c'était vraiment intéressant. Puis c'est vraiment comme, encore une fois, c'est que tu as vraiment un charge. Je dis, wow, on a pris ça. Puis ensuite, on l'a vendu, puis on a fait un produit d'à peu près 200 000 un an et demi plus tard. Tu sais. Wow. Fait qu'on a acheté un fleuriste aussi à Winnipeg en 97. Hey, OK. On a pris ça, on a triplé les ventes en dedans de 2 ans, puis on a triplé la valeur quand on l'a vendu. Fait que c'est vraiment le fun de voir. Puis Oui. c'est là où c'est comme j'ai dit, puis je pourrais continuer. Là. Mais c'est juste vraiment intéressant de voir. C'est toujours le même système. Tu sais. On revient toujours, c'est simple.
Yeah. Je veux pas dire que c'est simple, comme c'est juste que c'est pas compliqué dans le sens qu'une fois que quelqu'un te montre la belle route, c'est pas compliqué. Si t'es pas sur la bonne piste, par exemple, c'est vraiment compliqué. Mais si t'as pas un coach, tu sais, je dis toujours Wayne Gretzky avait un coach. Yeah. Tiger Woods avait un coach. Yeah. Si t'as pas quelqu'un qui était capable de regarder et de dire, écoute, qu'est-ce que toi tu ferais, qu'est-ce que tu es puis d'avoir tu sais, un son de cloche. Oui, parce que c'est comme si tu lançais ta canne à pêche un peu n'importe où sans savoir où est-ce que les poissons sont. Exactement. Right. Et puis, j'ai été très chanceux dans l'industrie pharmaceutique. J'ai eu beaucoup de différentes accolades et tout le reste. Puis le monde, il disait, qu'est-ce que tu fais? Bien, je dis, pas compliqué. Il faut que tu saves. Faut que tu saves sur quel mur ton échelle est à côté, oui. est à côté. Yeah. Si t'es à côté sur le mauvais mur, ben écoute, monte autant que tu veux, là, bonne chance. Fait que c'est juste une question d'analyser un peu les choses, de regarder aux choses, et puis après ça, de partir. Puis on dit toujours « ready, aim, fire ». Non, c'est « ready, fire, aim », right? C'est comme, faut que tu aies de l'action tout de suite, mais il faut que tu sois prêt. Puis prendre un petit peu de temps pour faire certain que tu es enligné dans la bonne direction et ensuite embarquer à 100 000 à l'heure, tu sais. Right. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui l'analysent l'analyse puis paralysé par rapport à cette analyse-là. À quel point on se dit, OK, on se lance, on l'essaye, on prend action, mais on fait des recherches aussi. C'est quoi la ligne, right? Ben, on s'en sent en affaires, je dirais. Oui, c'est ça. Je sais exactement ce que tu dis, parce qu'il y a des gens qui sont tellement paralysés par l'analyse. Ouais. C'est comme, c'est trop, tu sais. Puis on connaît tous des gens de même. Puis là, ça devient... En entreprise, c'est presque impossible d'avoir du succès si tu analyses trop les choses. Right. Parce qu'on apprend vraiment en faisant. Et puis Ça, c'est évident, c'est que quand on fait les choses, on va faire des fautes. Puis ça, c'est bon, ça. Tu sais, d'abord, que c'est pas des fautes que tu aurais pu... tu sais, mais il faut faire des fautes. Fait qu'il faut pas se rendre au point aussi qu'on est tellement paralysé par la peur et paralysé par toutes les choses. Parce que si on attend que tout est en place à 100 avant de commencer, ben on ne commencera jamais. Tu sais. Je pense que c'est ça. Puis avant d'embarquer justement dans votre offre de service, puis etc., il y a beaucoup de concepts en entrepreneuriat, puis on parle souvent de plus en plus du reprenariat. Fait que de reprendre, là, tu parlais de la boutique de Floride, justement. On a un boomer, justement, qui veut délaisser cette entreprise-là, mais son enfant ou ses enfants ne sont pas intéressés. Mais de reprendre l'entreprise puis d'établir des systèmes d'automatisation, de l'optimisation pour aller chercher, peut-être, comme tu dis, tripler sa clientèle, ben là, ça devient intéressant, mais tu n'es pas obligé non plus de rebâtir un deuxième Facebook ou des entreprises qu'il y a déjà de la compétition. Pourquoi ne pas acheter quelque chose qui a déjà une clientèle? Mais il n'y a pas de marketing, il n'y a pas d'automatisation, il n'y a pas de système. C'est fait de brochage fin sur une feuille. Ça, c'est intéressant. Right? Fait, très intéressant. Et puis, on regarde, les statistiques sont incroyables de ce qui s'en vient là, en termes des baby boomers, puis toutes les entreprises et tout. Le transfert de... Moi, ça fait tellement de la peine de voir des gens qui ferment juste leurs entreprises, puis il n'y a pas de relève. Tu sais. Tu as bâti ça. Ils ont bâti toute une affaire, un bébé, tout le reste, puis c'est des chiffres d'affaires vraiment bien. Mais il n'y a personne pendant la relève, il ne peut pas la vendre, puis il ferme l'entreprise. Ça fait qu'il y a tout un paquet de gens qui s'en viennent de même. Puis quelle belle opportunité pour les gens qui s'en viennent à identifier ces entreprises-là, de mettre un système en place, de communiquer avec quelqu'un comme moi. Bien sûr. Et puis de dire, écoute, qu'est-ce que tu ferais avec ça? Et puis, tu sais, de prendre une couple de sessions pour dire, OK, bien, enlignons les choses. Et puis là, bang. Puis, comme tu dis, c'est bien plus facile. Bien, encore une fois, c'est dangereux un peu, ce que je suis en train de dire. C'est bien plus facile, en général, de prendre une entreprise existante et de la porter au prochain niveau que de partir à zéro. Scratch, sauf que si tu achètes une entreprise qui est tout croche, mais là, c'est comme des fois la réputation est finie, puis tout le reste, puis ça devient tellement... quelque chose, fait qu'il faut faire le due diligence. Puis un autre, c'est pour faire l'avocat du diable là-dessus, que oui, c'est la meilleure opportunité ever, mais attends, tu as aussi, si l'entreprise a des employés et a peur peut-être de se faire... L'employé a peur, OK, le propriétaire s'en va, à qui je vais avoir affaire? Est-ce qu'il va m'aimer? Est-ce que je vais me faire perdre ma job? Est-ce qu'il va faire de la restructuration? Fait que, tu sais, il y a tout cet aspect-là. J'ai déjà passé l'entrevue des repreneurs, puis c'était tous des questionnements. Là. C'est de s'établir, de créer un lien de confiance, puis de voir est-ce que les employés que j'ai... Est-ce qu'ils étaient vraiment bons? Étaient-ils vraiment justifiables, leurs tâches? Fait que, en tout cas, c'est intéressant. J'aimerais savoir justement, au niveau de l'optimisation des systèmes, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu offres là, concrètement pour rendre l'entreprise
au prochain niveau, right? Ben, écoute, moi, je pense qu'il y a tellement de choses en commun dans n'importe quelle entreprise. Ouais. Fait que si on regarde, puis la seconde que je rentre dans une entreprise, je regarde à 3 choses. Premièrement, c'est au niveau opérationnel, comment est-ce que ça l'opère, OK? Donc là, on peut regarder là-dedans. La deuxième chose, c'est les ventes et marketing, puis je mets ça dans la même affaire. OK. La troisième chose, c'est le financement. Mais ces 3 piliers-là, essentiellement, on ne peut pas enlever ça de n'importe quelle entreprise. Ouais? Fait que si tu regardes ces 3 piliers-là, ça te donne un bon snapshot de voir aussi que l'entreprise est rendue. J'ai développé aussi un petit programme, un petit programme qui s'appelle Niva Score. Fait que c'est essentiellement quelqu'un prend ça avant de me rencontrer. Puis ces petits 16 questions-là qui ont été développées par un expert me donnent essentiellement aussi que la compagnie est rendue. Fait que c'est pas mal intéressant de voir un petit snapshot, de dire, je suis pas mal certain que c'est là où c'était rendu. Mais écoute, c'est garanti que quand je rencontre un entrepreneur, que je pose beaucoup de questions. Right. Fait qu'on écoute beaucoup les choses et puis on fait certain qu'on leur demande les bonnes questions. Puis aussi, une question qui revient toujours, c'est qu'est-ce qui te tient debout le soir? Tu sais? So what's keeping you up at night? J'adore. Right? Ouais. C'est une question très simple. Mais l'entrepreneur te regarde, les financements. OK. Puis aussi, j'ai aussi appris en rencontrant des dizaines d'entreprises, c'est que pas tout le monde veut grandir. Hey, c'est vrai. Ça. Et que ça veut dire qu'ils sont confortables à leur niveau. Ils sont confortables à faire de l'affaire. Puis moi, je dis, écoute, merci beaucoup, c'est le fun, mais pour moi, ça, c'est très dangereux. Parce que c'est rendu que tu as normalisé en disant que ça va toujours être de même. Puis ça va jamais rester. C'est impossible. La vie, c'est pas de même. Hein? Ça change C'est toujours. impossible. Si tu arrêtes d'innover, finalement, si tu arrêtes de changer. Tu arrêtes d'innover, puis c'est comme non, je n'ai pas besoin de grandir, je n'ai pas besoin de changer, j'ai pas besoin de. OK, ça fait que ces entreprises-là, c'est comme. Tu ne peux pas aider à quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Mais rendu là, tu es capable de segmenter aussi ta clientèle, à dire, malheureusement, je ne suis peut-être pas la bonne personne pour t'aider si tu n'as pas l'intention de croître. Oui, exactement. Je veux dire, de toute manière, une entreprise, je peux comprendre de dire, je suis satisfait avec mon revenu actuel, je veux une croissance stable. Puis, de toute manière, c'est inévitable, tu ne peux pas rester sur ton plateau, peut-être pendant quelques années, mais justement, un compétiteur va rentrer, va faire 10 fois plus de choses que tu fais. Évidemment, le client n'est pas niaiseux. Si l'autre offre de la plus-value, même si c'est plus cher, allez voir le monsieur numéro 2. Là, il n'y a aucune chance. Ouais, et puis la fidélité d'un client à cette heure-là, c'est parlons-en. c'est pas facile à garder des clients. C'est vrai. Puis c'est très facile à perdre un client. Puis ça coûte tellement cher d'acquérir un nouveau client. Oui. Fait que le coût, puis les entrepreneurs ne le savent pas, ça. Fait que moi, je peux te le dire que ça me coûte 250 $ d'avoir un nouveau client. Puis sur une période de 3 à 4 ans, ce client-là représente une valeur de 15 000 $. De vente. Right? Fait que c'est comme, faut qu'un entrepreneur se pose toujours cette question-là. Tout le monde sont après de mettre des affaires sur Facebook, sur LinkedIn, tout le reste, ils payent des experts. Puis là, tu leur demandes, mais qu'est-ce que ça te coûte, tout ça? J'ai aucune idée. Parce qu'on a juste 2 choses dans la vie, du temps et de l'argent. Fait que, qu'est-ce que ça te coûte en termes de temps? Puis qu'est-ce que ça te coûte en termes d'argent? Parce que si on gaspille notre temps, on gaspille notre temps. Aussi, ça, on ne peut jamais le reprendre. L'argent, on peut toujours aller en chercher d'autres. Mais quand on gaspille le temps, c'est fini. Là. Tu ne peux pas retourner à la banque et dire, écoute, j'ai besoin d'acheter plus de temps. Ça se fait pas, c'est d'être intentionnel avec chaque dollar, avec chaque rencontre même. Exactement. J'aime ce mot-là, Yvan. C'est d'être intentionnel avec les pas et les actions que tu es en train de prendre. J'adore. Et je suis curieux, je commence à en apprendre un petit peu plus sur la réalité Winnipeg, autant au niveau entrepreneurial que personnel, que toute cette culture-là qui est vraiment intéressante à apprendre, mais je vois beaucoup de différenciation niveau mentalité, évidemment parce que j'habite au Québec. Fait que culturel, c'est un petit peu différent, mais la francophonie, c'est très beau. Mais si on parle entrepreneuriat, le mindset, la mentalité entrepreneuriale à Winnipeg, si on prend précisément la ville, comment tu la décrirais? C'est quoi qu'un entrepreneur pense quand il se lance en affaires? C'est une bonne question, ça. Parce que tout le monde, il y a des gens qui se lancent en affaires avec des lunettes en rose, là. Okay, qui pensent que ça va être comme ça. Regarde ça. Facile, faire de l'argent. Il y a des entrepreneurs que je rencontre, puis ils font un chiffre d'affaires de 10 millions. Puis, le fils le regarde, puis il dit « Oh, c'est facile à faire 10 millions. » Exactement. Puis, je ne veux pas dire que c'est une maladie des plus jeunes, là, mais il regarde, il dit « Oh, regarde, c'est facile c'est très... » Quelqu'un qui a apporté une entreprise, même à 1 million par année ou 5 millions par année, c'est un fait incroyable. Hein? Mais à Winnipeg, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des entreprises incroyables.
Il y a 42 000 entreprises à peu près au Manitoba, quelque chose de même. Quand même. Cite-moi pas, là. C'est à peu près 40 000, disons. Et puis là-dedans, tu ne peux pas croire combien d'entreprises ont du succès incroyable. Puis ces gens-là se promènent avec un vieux char et puis un T-shirt sur le dos, puis tu n'as aucune idée. Puis il y a des entreprises que j'ai travaillé avec. C'est impossible, comment tu dirais. Écoute, wow, c'est vraiment le succès incroyable, puis tu ne le saurais jamais. Mais c'est intéressant. Est-ce que tu dirais que c'est parce que ces gens-là sont hyper humbles, ils n'ont pas de nécessité, ou c'est une partie de genre... Ouais, c'est un peu cette réponse-là, right? Oui, je pense que c'est exactement ça. En général, les gens de Winnipeg, c'est super humble. Et puis, chez Yvan, tu peux attester à ça aussi. C'est des gens hyper humbles. Et puis, tu n'as aucune idée qu'ils ont une entreprise qui font... Il y en a qui c'est 25 à 75 millions par année. On en connaît qui ont vendu leurs entreprises pour presque 1 milliard. Puis c'est impossible. Puis il y en a d'autres aussi, c'est dans des chiffres d'affaires d'1 million ou plus par année, puis tu ne saurais jamais. Intéressant. Tu n'as aucune idée. Je pense que c'est dans la nature des Manitobains d'être généreux et aider à l'autre. Parce que on va tous avoir l'expérience du moins 40 l'hiver. Puis à moins 40, ça se peut que ton char arrête de fonctionner. Puis tu as besoin de l'aide, right? Alors, je pense que ça vient de cette nature-là. Comme le fait qu'il y a une bête à l'extérieur qui nous menace à chaque année. Je veux dire qu'on reste. Ouais, c'est comme il faut un véhicule stable qui est fait que, on va toujours aider quelqu'un qui est en panne à moins 40. OK, nice. Exactement. Mais c'est ça, puis c'est ça, beaucoup de pick-up. Mais je vois rarement, mettons, souvent, je sais pas, en ville, mettons, des BM, des Audi, des gros chars, mais tu sais. En tout cas, moi, personnellement, je ne vois pas de valeur là-dedans. J'ai un Hyundai 2012, puis ça le fait. Mais je trouve ça cool, cette mentalité-là, dans le sens qu'il y a des hyper grosses entreprises, mais puis je pense qu'on peut tomber dans ce syndrome-là, les jeunes, surtout, je me mets là-dedans, mais de vouloir faire l'argent, la dépenser, des gros voyages, des biens, une grosse maison, un gros char et tout ça. Puis j'imagine que quand tu as accès à ces biens-là, tu te dis... Ouais, peut-être que pendant 1 mois, tu es super content, mais après, tu es peut-être aussi heureux. C'est un véhicule qui te rend au point A au point B. Je pense pas que c'est la raison. En tout cas, il y a une dernière question à la fin du podcast, c'est la vision de succès, mais ça fait un lien avec ça, right? Okay. C'est vrai. Yeah, so c'est pretty interesting. Puis, je suis curieux de ton opinion, de ton vécu, de ton expérience. Un Québécois qui veut s'établir en une entreprise ou une filiale ou un aile dans la province de Manitoba puis s'établir à Winnipeg, c'est quoi les opportunités réelles au niveau selon toi, là? Ben, écoute, j'ai pas d'industrie spécifique, mais on a une communauté francophone et francophile assez importante. Et puis, il y a des opportunités là, que les gens commencent à réaliser, qu'il y a une grosse population bilingue, à peu près 120 000 personnes. Ça change à tous les jours. C'est quand même beaucoup, là, 120 000 bilingues. 120 000 bilingues. Il y a à peu près 40-50 000 franco-manitobains, comme qui se disent franco-manitobains. Fait qu'il y a des opportunités assez intéressantes en termes de ce niveau-là. Parce que, pour plusieurs choses, mais une des grosses choses, puis ça fait des décennies qu'on dit ça, c'est que si tu t'établis au Manitoba, tu es capable de desservir le Québec en français, puis du côté anglais, tout le reste de l'Amérique du Nord. Right? Fait que parce que tu as une clientèle, tu as une force, une main-d'œuvre bilingue. Tu as raison. Right? Puis tu es capable de trouver des gens super qualifiés, bilingues, qui sont capables de... Oui, c'est le fun. C'est comme... c'est vraiment... Parce qu'on a beaucoup de gens qui ont gradué des programmes à l'Université de Saint-Boniface ou même à Asper en entrepreneurship. Il y en a tout un paquet de francophones qui... Moi, quand j'étais jeune, c'était même pas une option, c'est vraiment d'aller en entrepreneur. Non. On a travaillé vraiment fort pour faire en sorte que à cette heure, c'est rendu... Oui, tu sais, mes 2 jeunes ont gradué avec des bacs en commerce et puis c'est vraiment le fun de voir qu'ils sont tous les 2 en commerce puis tout le reste, puis ils travaillent avec des entreprises puis des finances puis tout le reste. Il y a des opportunités assez importantes pour des gens qui veulent s'établir au Manitoba en France. Je suis quand même d'accord. Puis on en parlait tantôt aussi dans le podcast avec Jérémy, mais géographiquement, on est bien positionné au niveau de Winnipeg. Au centre, on est le cœur du Canada, je veux pas. 6 heures de Saskatchewan, puis je veux dire, puis aussi, je suis pas très loin d'Ontario. Fait que, tu sais, comme... Il y a cet intérêt-là de dire, oui, je peux desservir justement la francophonie ici, toute la communauté anglophone partout au Canada, les États-Unis aussi, mais tu sais, je veux dire, on peut exporter certains de nos services aussi en Europe, en France. Fait que je pense qu'il y a différentes opportunités. Puis juste pour finir ce sujet-là qui est intéressant, c'est qu'au Québec, je trouve qu'on a, puis je pense en général, pas juste au Québec, là, mais quand tu viens à un certain endroit, on était comme habitué, puis on reste dans notre bulle confortable. On s'ouvre pas à d'autres communautés, à d'autres opportunités parce que c'est trop loin, tu sais, ou
Mais quand tu arrives ici, où tu commences à voyager un peu, tu te dis, hey, OK, attends, il y a quelque chose là qui est pas. Tu sais, il y a une opportunité à quelque part qui n'est pas développée. Fait que, bref, ça, c'est un autre sujet. Ouais. Avant que j'oublie ma question, à chaque podcast qu'on fait, ça fait 3 ou 4 podcasts que je me suis fait dire Winnipeg ou Manitoba, Bargain City. Genre, Bargain City. Mais c'est quoi la réalité? C'est la première fois que j'entends ça, cette réalité-là. C'est-tu un contexte social commun chez les citoyens? Comment tu vois ça? Ben, juste je ne sais pas, c'est comme, on dirait que les gens veulent avoir le meilleur deal, un rabais sur les choses qu'ils achètent et tout le reste. Et puis, c'est très commun que les entreprises offrent des rabais pour attirer les gens. Puis, fait que souvent, ils sont forcés de faire ça, de faire des programmes de pointage ou des choses de même pour faire en sorte. Fait que c'est, je ne sais pas si ça vient de nos ancêtres ou de la façon que les choses... Peut-être c'est l'historique. Moi, j'ai une hypothèse. Moi, je pense que c'est parce que on travaille tellement fort à faire de l'argent ici au Manitoba. Beaucoup d'ouvriers, les gens, ils font de l'argent avec leurs mains. Puis même quand on gagne de l'argent, c'est pas des sommes exorbitantes non plus. So, si on travaille très, très fort à la gagner, on veut pas vraiment la dépenser. La valeur de l'argent est très importante. C'est vrai. Comme mes mentors au Québec, ils m'ont expliqué un peu la différence entre la réalité québécoise et les habitudes de consommation versus les habitudes de consommation au Manitoba. Les gens au Manitoba, ils vont au travail, ils vont à la maison, puis ils vont garder leur argent, ils vont épargner. Les gens au Québec, ils vont au restaurant chaque soir. Ils vont dépenser l'argent, à Montréal, ils vont aller au bar, ils vont aller aux événements. C'est juste la catégorie. Ils vivent pour le maintenant, puis... Le lifestyle, mais tu sais, c'est bien beau, là, mais c'est comme... attends, ça coûte cher aussi, le restaurant. Ça coûte très cher. Mais tu sais, je pense que la culture entrepreneuriale, disons que je pars un projet comme... Je pense, moi, personnellement, dans ma réalité, je vais être plus actif sur... Parfait, on le fait, genre, let's go, on l'essaye, puis... je sais pas, je vois l'argent comme une manière d'en faire aussi, et non une finalité en soi. Si j'ai 1000$, je vais leur faire 1000$, tu sais. Mais je peux comprendre. C'est intéressant. C'est intéressant, puis aussi que les gens cherchent beaucoup la valeur. Fait que j'ai beaucoup réalisé aussi que quand quelqu'un a de la valeur, le prix, essentiellement, c'est plus important. C'est plus une question. Fait que si tu vas en quelque part et dis ta valeur est vraiment bonne, là, c'est plus une question de prix. Tu deviens un client très fidèle et puis c'est plus juste une question de prix, tu sais. Fait que c'est une clientèle qui est difficile à avoir, mais une fois que tu l'as, c'est une clientèle plus fidèle. Mais aussi, les gens cherchent beaucoup de valeur dans leur pièce, tu sais. Parlons de la clientèle. Ton type de clientèle, disons que tu dirais un client parfait. C'est quoi tes critères? Moi, mon client parfait, c'est quelqu'un, premièrement, qui a une ouverture d'esprit. OK. Nice. Parce que quelqu'un qui n'est pas coachable, il n'y a rien qu'on peut faire avec, essentiellement. OK. En autre mot, il n'y a rien qui me frustre plus dans la vie, c'est que quand tu dis quelque chose à quelqu'un, ils ne le font pas. Fait que quelqu'un te demande ton opinion, puis ils ne le font pas. Puis là, ils te reviennent puis ils disent, je t'ai dit de ne pas faire ça. Je t'ai dit exactement quoi faire. Ils ne le font pas parce qu'ils they know better. Fait qu'un client extraordinaire, pour moi, c'est quelqu'un qui a une belle petite entreprise ou même une entreprise moyenne. Pas besoin de dire les chiffres. Sure. Mais s'ils ont une ouverture d'esprit, puis eux autres, ils comprennent, ils voient ce qu'ils ont besoin. Puis là, on peut rentrer là-dedans, nous autres, puis j'ai des experts conseils de différentes industries. On peut rentrer dans la compagnie puis vraiment leur donner les bons conseils. Puis là, il n'y a rien de mieux là-dedans que quand la personne fait, je ne veux pas dire que c'est 100% garanti, là, mais c'est pas mal 100% garanti. Que si tu fais ça, si tu fais A, B va arriver. T'sais, c'est presque à 100% garanti que si les gens suivent les conseils. Fait que c'est ça les industries que je tripe à travailler avec et les gens et les entreprises que je regarde à trouver à tous les jours. C'est fou qu'un entrepreneur ne soit pas coachable. Genre, il y a des entrepreneurs qui, tu te lances en affaires, il faut que tu aies une ouverture d'esprit. Il faut que tu veuilles innover, mais même dans cette caractéristique de cet humain-là, il est pas ouvert, justement, où il y a de la difficulté, où il dit, justement, he knows it all. Knows it all. C'est triste parce que puis il fait tout. Tu peux pas know it all. Il ou elle le fait tout. Et puis ça, c'est dangereux parce que là, c'est comme tu le fais tout, tu vas te brûler. C'est pas... La perfection. C'est pas sustainable. Mais quand on regarde une entreprise qui est capable de mettre en place des systèmes et de passer d'un mom and pop à une vraie entreprise, dans le sens que je veux définir vrai là, dans le sens que tu as un système en place. Si tu te fais frapper par un autobus, l'entreprise a quand même une valeur. Exact. Tu sais, il y a quelque chose qui t'arrive, l'entreprise a une valeur. Fait que quand tu trouves une entreprise qui est juste au point de faire ça, c'est super excitant.
de les apporter au prochain niveau, tu sais, niveau 7. Puis une bonne question, mais c'est 100%, oui, c'est vendeur. mais je trouve, je pense que une question qu'on peut se poser aussi, c'est de genre, quand tu pars en voyage 2 semaines, est-ce que ton entreprise roule pareil aussi? Absolument. C'est vraiment toi qui on call tout le temps, puis tu quittes, ça roule, puis tu n'as pas d'argent qui rentre? À 100%, puis c'est ça l'affaire. Là. Écoute, il faut tout mettre en contexte. Quand on commence une entreprise, je connais presque personne qui a commencé une entreprise qui n'était pas le comptable, le marketing, exactement. Ça, Mais une fois que les choses avancent, puis on prend cette entreprise-là, on les rend... Là, tu es capable d'avoir un comptable, tu es capable d'avoir un bookkeeper, tu es capable d'avoir quelqu'un qui prend soin du marketing, les ventes. Puis là, toi, tu es capable de travailler, de travailler dessus, I guess, sur ton entreprise, et non dedans. Là, c'est vraiment... c'est tout un autre niveau. Comme un nouvel esprit, puis... Comme plus créatif, un peu plus... Oui. Puis j'ai rarement rencontré, dans mes 30 ans, là, de faire ça, j'ai rarement rencontré un entrepreneur qui aime faire tout. Fait qu'il y en a qui ont dit « Je déteste faire les finances. » Un entrepreneur veut bâtir ses widgets, puis il veut faire ça, puis c'est ça qu'il veut faire, mais il est forcé, il ou elle sont forcés de regarder au marketing, de regarder aux ventes, de regarder aux employés, de regarder... C'est vraiment un mal de tête pour eux autres, tu sais. Puis un de mes mentors jeunes m'a toujours dit, écoute, Norm, c'est pas compliqué. Il dit, fais ce que tu fais de mieux, puis embauche le restant des gens pour faire ce que tu veux, ce qu'ils font le mieux. Oui, exact. Mais il était comptable, fait qu'évidemment, dans 2000 piastres par an. Évidemment, c'est comme, OK, ben fais ma comptabilité. C'est comme, c'est comme, fait que j'ai réalisé ça très jeune, puis ça fonctionne. Tu es capable de vraiment travailler sur ton entreprise et tout le reste. Et puis mettre ça de... Tellement, puis la comptabilité, ça, c'est le first thing, il faut que tu... À moins que tu tripes sur la comptabilité, là, mais c'est rare que les gens... Anyway, mais dans mon j'en ai parlé avec Jérémy, mais la première chose que j'ai faite, mis à part la comptabilité, c'est d'engager un monteur vidéo à temps plein. Excellent. Parce que, c'était drainant pour moi. Puis je pense que j'avais la mentalité aussi de dire, j'offre le meilleur produit qui va accoter ma qualité. Puis c'est de mettre son ego de côté, puis de se rendre compte quelqu'un qui est 3 fois meilleur que toi et plus efficace. Puis moi, je me concentre sur mes invités, les ventes, les choses que je suis bon. Fait puis là, c'est bizarre, je fais plus de revenus. Bizarre comment ça marche. C'est pas un bizarre. Mais les gens ont peur. Les gens ont peur de faire ça. Puis il faut avoir confiance aussi avec les gens avec qui tu t'associes, qui sont capables de faire. Moi, par exemple, à niveau 10, je n'ai pas d'employés. Quand j'ai parti de l'entreprise, je ne voulais pas avoir d'employés. Je voulais avoir des entrepreneurs que si j'ai besoin de l'aide, j'embauche leur compagnie. Parce qu'un entrepreneur va prendre ça, puis ça va rouler. Et puis, si ça ne roule pas, ben c'est un contrat, c'est fini. C'est comme, tu sais, c'est juste que c'est ça l'affaire. C'est que quand tu trouves des gens de même, puis tu donnes la confiance dans la personne qui vont faire ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font toutes sortes de promesses, puis sont pas capables, ou ils disent qu'ils sont capables de tout faire. Ils ne sont pas capables de tout faire. Non, aussi. Moi, je me considère comme un general contractor. Okay. C'est impossible que je sois expert dans tous les choses, mais je peux trouver quelqu'un qui est expert là-dedans. Je peux définir, je le sais exactement, c'est dans quel domaine que tu as besoin de l'aide, puis qui est-ce qu'on rentre pour t'aider avec ça, si c'est pas moi, évidemment. Intéressant. Nice. Puis comment tu bâtis ton réseau, comme tu dis, d'entrepreneurs, les gens qui t'aident? Comment tu bâtis ça? Ça a été au fil des années, j'ai juste regardé, puis... il dit « Success leaves clues », tu sais. Quand je regarde aux gens qui ont eu des succès, je les ai approchés et dire « Écoute, c'est ça que je suis en train de faire. » Et puis, tu sais, c'est comme un peu de même, tu sais, de voir les gens qui ont fait des choses. Parce que, tu sais, les gens me demandent « C'est quoi ta définition de l'entrepreneur? » Moi, je regarde à ça et je dis « Vraiment pas compliqué. C'est quelqu'un. » Je dis « Écoute, est-ce que c'est toi qui es responsable de ton chèque de paye? » Puis s'ils disent non, ben t'es pas. Tu te fais payer par une entreprise, tu te fais payer par quelqu'un d'autre. Mais si c'est toi le matin qui se lève, tu dis écoute, j'ai pas d'argent dans la banque, c'est moi qui me paye. Ça, pour moi, c'est vraiment, écoute, je suis un entrepreneur. C'est la définition d'un entrepreneur. D'un entrepreneur comme en termes de business. Il y a beaucoup de gens qui sont entrepreneurs, qui sont avec des organismes, des organisations, tout le reste, sont super entrepreneurs. Intrapreneurs. C'est quoi? Intrapreneur. C'est ça, c'est vraiment bon. Il y a beaucoup de gens, il y a des gens, je ne veux pas nommer de nom, mais extraordinaires dans la communauté francophone ici, qui sont des bâtisseurs de tout. Sure. Puis c'est des entrepreneurs, entrepreneurs exact. Qui veulent bâtir. Qui veulent bâtir. On en connaît beaucoup.
Fait que c'est un entrepreneur pur. C'est quelqu'un qui dit je me suis levé ce matin et j'ai pas d'argent dans mon compte parce que je suis pas allé chercher de l'argent. Pas d'argent, puis je vais mettre de l'argent. Ouais, c'est comme, écoute, je vais mettre ma papa right. Mais je pense que c'est de changer. Je pense qu'un bon entrepreneur, c'est de voir l'argent différemment. C'est un marteau. Ouais. Comment. C'est un outil vers ta mission, l'impact que tu vas avoir. Ouais. Et non, genre, je trouve que c'est ça. On a souvent la mentalité de payer le moins cher pour en avoir plus dans nos poches. Mais dès que tu changes un petit peu, c'est comme paye pour quelqu'un qui a une valeur supplémentaire, puis tu vas avoir ce retour-là aussi. Ça revient toujours à ça, puis on a mentionné plusieurs fois, là, c'est quand les gens me demandent, ben écoute, ça coûte cher tes services. Ouais. Mais c'est quoi la valeur? Ouais. T'as-tu un auto? Oui. Qu'est-ce que ton auto t'a coûté? Ben 45, 50 000. Okay, c'est quoi la valeur de cette auto-là? Ben ça m'apporte à l'ouvrage. Je suis capable d'aller me faire 50, 60 000 $ par année. Ça me donne la liberté. Donc, si mon service est X montant, hein, c'est quoi la valeur à ta compagnie? Si on est capable de doubler tes ventes, est-ce que ça justifie là? Parce que les gens regardent, oh, c'est cher. C'est comme, ben oui, mais c'est quoi cher? C'est quoi la valeur? Puis on revient toujours à ça. C'est quoi la valeur? La valeur c'est quoi la valeur du service qu'il est en train d'acheter? T'sais? Je pose toujours une question plus large des fois par rapport à ça pour l'entrepreneuriat. Est-ce que tu penses qu'on est entrepreneur ou on le devient? C'est une question que ça m'a fait poser. Je me suis fait poser ça comme 100 fois dans la vie. Nice. Oui, c'est toujours... C'était un peu les deux. En autre mot, est-ce que tu es capable d'apprendre quelqu'un à être un entrepreneur? Ouais. Ou est-ce que c'est inné? Mm-hmm. Je n'ai pas la réponse à 100 parce que je pense qu'il y a des gens qui sont coachables, puis qui ont l'esprit, puis l'enthousiasme et tout le reste pour devenir entrepreneur. Ouais. Il y en a d'autres qui pensent qu'ils sont entrepreneurs, mais ils ne sont vraiment pas entrepreneurs, puis tu n'es pas capable, ils ne vont jamais être entrepreneurs juste à cause qu'ils n'ont pas juste les bons éléments. Ça fait que je pense que c'est les éléments de la personne qu'on est capable de trouver. Ouais. C'est les caractéristiques, plus que rien d'autre, de quelqu'un qui va être entrepreneur ou non. C'est plus que juste... Es-tu né ou est-ce que tu es né avec les bonnes aptitudes, les bons... Je suis curieux. As-tu frère, sœur? Oui. Fait que parlons un petit peu de si t'es à l'aise. Quand tu as grandi, ton environnement parental, est-ce que tes parents étaient entrepreneurs? Est-ce que tes frères, sœurs l'est? Ben, c'est que mon père était pharmacien. Il avait sa propre pharmacie. Ça fait que tu grandis dans la pharmacie. J'imagine, Tu te fais embaucher à tous les années pour faire l'inventaire et puis tout le reste. Fait que c'est super intéressant de voir aussi les mots de tête qui viennent avec ça, tu sais. Oh, oui. En termes de, disons, le soir, en train de faire le payroll, puis tout le reste. Fait que tu vois toutes ces affaires-là. Puis oui, certainement, c'est dans le sang. Puis je pense que ça, c'est beaucoup aussi de quand les jeunes voient que les parents et tout le reste sont entrepreneurs. C'est vraiment quelque chose de spécial, tu sais. Fait que oui, j'ai grandi là-dedans. J'ai un frère qui est entrepreneur. Les autres sont allés travailler pour d'autres personnes. Intéressant. Ouais. Intéressant. Personnellement, j'ai grandi dans mes deux parents sont entrepreneurs, mais ma mère est conseillère immobilière, puis j'ai vu la quantité de travail nécessaire. Tu sais, tout le monde me disait, tu vas être en team avec le fameux mère-fils ou père-fils, whatever. Puis je dis, je veux jamais être courtier immobilier, mais je veux être en entrepreneuriat, tu sais, parce que j'aime ça avoir mes fins de semaine, puis choisir d'avoir cette liberté-là. Mais est-ce que tu dirais que, tu sais, quand on est employé, on a des patrons? Et quand on est entrepreneur, nos patrons, c'est nos clients aussi. Mm-hmm. Est-ce que tu dirais... comment on fait pour pas que tes clients deviennent un patron qui est désagréable? Tu vois ce que je veux dire? C'est drôle parce que sur plusieurs entreprises qu'on avait, j'ai dit, c'est correct de congédier un client, tu sais. Oui. Parce que... il me disait qu'il y avait de la difficulté à... Fire client. Yeah. Parce que... Puis je dis à mes clients, c'est correct de dire non. Parce que ce client-là va prendre tellement ton jus, ton énergie et tout le reste, c'est que 80 de tes ventes vont venir de 20 de ta clientèle. Yeah. Et puis toi, ton focus va être sur le 20 sur le 80 qui ne te donne pas tes ventes. Ça fait que c'est vraiment un nœud de vipère. C'est vraiment un cercle vicieux de rentrer dedans. D'identifier ça, c'est que c'est pas un client que je veux. Parce que, comme tu as dit, c'est que le client aussi, il faut l'entraîner. Il faut l'entraîner, le client, de les heures d'ouverture, les affaires de même et tout le reste pour que les expectations, les attentes soient bien aussi. Hein? Parce que sans ça, c'est comme 24 sur 24, 24 heures sur 20, tu es toujours en train de répondre au téléphone et tout le reste. Puis après un bout de temps, c'est non, il faut être
faut mettre des boundaries, en fait. Hein? Il faut entraîner les gens, puis il faut Ouais. congédier des gens aussi. Oui. Oui, c'est super important, ça, d'identifier ça. Ah, mais de congédier autant des clients que des employés. Des employés, ça peut être difficile, moi, je trouve. Tu sais, quelqu'un que tu veux pas, mettons, c'est ton premier, tu développes une certaine amitié, mais malheureusement, tu sais, ça fait plusieurs fois, hey, ça marche pas, tu sais. Le fit n'est pas là. C'est tellement un bon point, ça aussi, parce que, comme vous le savez, on a des gens qu'on aime beaucoup et tout le reste, mais ne sont pas bons à faire la job. Ouais, c'est une bonne personne, mais c'est pas la personne. Pour ça, c'est très difficile de dire, ça marche pas parce que t'es pas fait, t'es pas vendeur et puis t'es dans une position de vente, comme si ça marche vraiment pas, right? C'est pas bon pour l'entreprise, c'est pas bon pour la personne, c'est pas bon pour personne, right? Non. Fait que c'est difficile à faire ça, right? D'identifier ça vite et puis parce que toute ma vie, quand j'étais bien, bien jeune, il faut enlever le poids qui est pourri de la soupe. Il faut vraiment enlever ça vite. Ouais. Parce qu'un cancer, là, c'est écœurant ce que ça fait. Ouais. Ça se propage dans tout. Puis ça revient comme au client en tant que n'importe qui autre. Si c'est un client qui n'est pas content, ils vont aller le dire à 30-40 personnes. Aussi. S'ils sont contents, ils vont le dire à un ou deux. C'est la nature de l'humain. Right? Si tu es content, tu ne dis pas à grand personne, à beaucoup de gens. Mais c'est ça l'importance de se débarrasser des clients qui sont cancéreux, de se débarrasser des employés qui sont cancéreux. Ça, c'est la même chose dans une vie. Il faut se débarrasser des amis, il faut se débarrasser du monde qui sont toujours en train de... Négatif. Parce que s'il y a une chose qui est garantie, s'il y a 9 personnes qui sont négatives, puis toi, tu es positif, tu vas être négatif. S'il y a 9 personnes qui sont positives, puis toi, tu es négatif, tu vas être positif. Right. C'est pur et simple. C'est pas... c'est la nature humaine dans tout ce qu'on fait. Oui. Hein? Oui. Puis je pense que cette comparaison-là, on peut la faire aussi au niveau financier. Si 10 de tes amis font 50 000 par mois, 50 000 par année, tu vas faire aussi probablement 50 000 par année. Fait que tu sais, c'est d'augmenter aussi. Tu veux augmenter ton cercle de contact. Si tu veux devenir un entrepreneur, de t'entourer avec des entrepreneurs. Absolument. Je dis pas de couper parce que ça reste quand même des bons amis, mais d'acheter justement des gens dans ton cercle de contact, peut-être passer plus de temps avec ces gens-là pour devenir au prochain niveau. Right? Puis je veux dire, écoute, si tu veux être un meilleur golfeur, c'est ça. Va golfer avec des gens qui sont bons à golfer. Make sense. Je suis pas un bon golfeur, puis je veux pas être un bon golfeur. Okay. On s'amuse sur le terrain de golf. Mais si tu veux être mieux dans le tennis ou mieux, entoure-toi des gens qui sont mieux que toi. Parce que c'est difficile à apprendre des gens qui sont... Si tu es au top de ton affaire, comment est-ce que tu... Et puis les gens qui sont rendus au top de leur game, là, en termes d'entrepreneurs, là, qui peuvent se le permettre, là, payent des fortunes d'avoir des coachs. Tony Robbins. Il y a toutes sortes. Ils payent des fortunes. Moi, je parle de au-delà de 100 000 par année. Puis encore, quand tu es rendu à ce niveau-là. Tu n'as pas besoin d'être à ce niveau-là, par exemple. C'est juste de réaliser que j'ai besoin de l'aide, j'ai besoin de la formation, j'ai besoin des affaires. Je peux me permettre 400-500$ quelque chose pour parler à quelqu'un. Mais si tu n'es pas prêt à investir dans toi-même, c'est difficile à avancer les choses. 100%. J'aimerais qu'on vienne un petit peu à la clientèle aussi. Quand on se lance en affaires, disons qu'on prend un contexte d'entrepreneur qui se fait approcher puis il y a une opportunité en or du genre, je pourrais rouler avec ce seul client-là financièrement, c'est très rentable. Mais le client, il s'attend à avoir un service A1 on-call, puis tu vois, c'est très demandant finalement, mais très payant aussi. Fait à quel point on marche un peu sur nos valeurs puis on accepte cette rentrée d'argent-là? Est-ce qu'on devrait straight up dire non, je refuse, puis refuser cette entrée d'argent-là, prendre un risque? Comment tu vois ça? Ben oui, mais là, il faut clarifier les choses parce que tu as identifié plusieurs des faux pas. C'est que si tu es en entreprise, puis 90 de ton revenu vient d'un client, oups, il faut regarder un problème, ça aussi. Diversifier les choses. C'est un peu comme Canada et les États-Unis. C'est comme... ça fait longtemps qu'on a réalisé qu'on a trop mis dedans les États-Unis puis on n'avait rien fait. On est à la merci de on s'est fait réveiller. Mais c'est la même chose pour les entrepreneurs. Right? Ça fait que tu peux pas dire à ce client-là, non, si c'est 90 de tes revenus. C'est ça. Il faut tranquillement faire le chevauchement, là, de trouver d'autres clients, de trouver d'autres choses. C'est de faire ça au début, ce cheminement-là. Exactement. C'est la première question que je demande à tous les entrepreneurs. C'est quoi vos tuyaux de revenus? Les funnels, les revenue funnels? Puis ils vont m'identifier, je vends ça ici. OK, quoi d'autre? Non, je vends juste ça. OK, qu'est-ce qui arrive si ça? S'il y a quelque chose qui arrive à ça. C'est quoi la diversification? C'est le point toujours, mort. c'est exactement, c'est quoi? What's your plan B? C'est comme, qu'est-ce que tu fais avec? Fait identifier ça. Puis il y en a d'autres,
ils en ont 100. C'est comme, ben oui, mais ça n'a pas de bon sens. Là. Comme, comment est-ce que tu peux... T'as trop. T'es trop tout partout. Il faut faire un focus, débarrasser du stuff qui n'est pas important, puis regarder à faire un focus avec les choses qui marchent. Je suis quand même curieux dans ta clientèle que tu approches ou les gens qui t'approchent. Est-ce que tu préfères une entreprise qui offre un produit ou un service? As-tu une industrie en particulier peut-être qui t'intéresse? Ouais, non, c'est vraiment c'est ouvert à toutes les différentes choses. Okay. C'est sûr qu'une entreprise avec un service, les risques sont beaucoup moins en termes d'acheter. Sure. Les pires, c'est les entreprises qui ont des produits qui ont une date d'expiration. Parce que là... Tu dis en consommation? Oui, en consommation. Okay. Ça fait que si tu as quelque chose, un produit, puis là, tu as un an à le vendre avant qu'il n'y ait plus de... La date de consommation n'est plus bonne. Oui. Ça, c'est comme wow. Ça, c'est dangereux. Un service, par exemple, il y a très peu... Il n'y a pas beaucoup de... il n'y a pas beaucoup de risques. En autre mot, si quelqu'un ne me paye pas, ben, j'ai perdu le contrat, mais c'est pas ça qui va me faire banqueroute. Je ne peux pas aller dépenser 10 000 $ pour acheter. Right? C'est vrai. Puis l'autre jour, j'étais chez un entrepreneur et puis il y a quelqu'un qui a commandé une piscine de 20 000 noire. Noire? Puis là, ils ont dit non, on ne l'avait plus. Ben, il dit oui, mais fait qu'il est en train de poursuivre le client. Ben, qu'est-ce que tu fais avec une piscine noire? Il dit, regardez pour toi. T'sais. Fait que ça, c'est des dangers. C'est juste un exemple de comment... Puis la piscine noire, c'est toutes tes œufs dans un panier. C'est comme, qu'est-ce qui est arrivé? Fait que c'est ça, je dis, c'est super important de diversifier ces canaux, ces tuyaux-là de revenus. T'sais. Clairement. Et dans l'automatisation, l'optimisation d'une entreprise, est-ce que tu dabbles un peu dans l'intelligence artificielle? Comment tu présentes ça, des outils? Oui, j'imagine. Absolument. OK. Absolument. C'est rendu tellement critique. Les gens qui sont en entreprise présentement, qui ne prennent pas avantage des outils outils AI, sont comme... Il faut vraiment que les gens se réveillent. Puis je comprends qu'ils ont peur, parce que c'est comme la technologie et tout le reste, mais c'est rendu tellement simple qu'ils peuvent juste appeler quelqu'un comme moi puis dire, écoute, qu'est-ce que toi tu fais? Je peux leur montrer assez rapidement qu'il y a des outils qui sont pas trop chers. Avant, c'était comme 800 à 20 000 $ par mois pour quelque chose qui était, tu sais, un SaaS. Un système, un système qui est... À cette heure, c'est comme 150, 200 $ par mois, puis tu as un beau système de mise en place pour être capable de captiver toutes tes clients, de mettre tous tes médias sociaux ensemble, de mettre tous tes courriels ensemble, de mettre tout... Tu sais, avant, il fallait avoir 4-5 différentes applications à X montant par mois par application. Puis à cette heure, c'est tout dans un tuyau. C'est le fun à mort. C'est tellement simple que un entrepreneur serait fou de ne pas regarder à ça. T'sais. Tellement. Puis c'est fou parce que c'est présent, mais il faut s'y intéresser. T'sais, récemment, dans les derniers mois, j'ai payé quelqu'un pour établir un CRM, donc Zoho Begin, pour suivre mes leads, les clients, rentrer. Tu veux pas que le podcast soit une rentrée d'argent. Fait comment on fait pour pas perdre justement les invités puis ce flow-là, les clients mensuels et tout ça, envoyer des suivis. Est-ce qu'on veut faire une infolette, MailChimp, ça, comment on plug ça ensemble, QuickBooks, right? Ben, de condenser ça dans un système de gestion. C'est exactement ce que j'ai fait. Incroyable. C'est exactement ce que j'ai fait. Et puis, c'est tellement incroyable comment tu peux avoir tout ça dans un système pour être capable. Parce que l'entrepreneur veut faire ce qu'il fait. Oui. C'est comme tu viens juste d'indiquer. Moi, j'aime ça, passer des entrevues, faire du marketing, tout le reste. Yep. Ça t'intéresse pas, toi, de faire toutes les... Mais pourquoi pas tout automatiser? Moi, je suis allé à un colloque à Vancouver il y a une couple de semaines. Et puis, on faisait des présentations. On a rencontré des gens. J'avais 51 personnes j'avais leur courriel. J'ai mis ça, c'est pas moi qui le fais, je l'ai donné à l'assistant. Il dit, écoute, c'est fait. Il y a automatiquement 4, 5, 6 courriels qui sont, c'était plus que ça, c'est 10 courriels qui sont mis en place. Clic, tu pèses un piton, puis c'est fait. Que c'est des follow-ups, right? Pour faire certain que... Fait que c'est tout automatisé, ça coûte presque rien. Puis dans le temps, qu'est-ce que tu faisais? Avec une liste de clients. Oui, comment ça fonctionnait? Oui, c'est vrai, ça. En 2002. Non, en 2002, premièrement, c'est... Attends, 2002, j'essaie de penser quand que... Début 2000. Oui, non, il n'y avait pas ça. Mais dans le temps, c'est que tu prenais ta liste. Bien, il n'y avait pas beaucoup de courriels, mais disons que... Passons au temps qu'il y avait des courriels. Oui, disons, oui. Tu prenais le courriel de la personne manuellement, de rentrer manuellement dans un système comme Constant Contact ou MailChimp ou whatever qu'il y avait dans le temps, puis le faire manuel, tu sais. Ben, ça prend du temps, ça, là, comme tu sais. Dans un Google Sheet ou Excel Sheet. À cette heure, c'est littéralement un code QR. Personne passe te voir, clique, zap, il est dedans ton système, puis c'est fait.
OK, ça, je ne savais pas. Yeah. Ça fait que c'est comme ton téléphone, tu montes ton code QR, il met ses coordonnées, puis c'est rentré dans ton système de CRM. OK, that's nice. That's it. Tu n'as plus besoin de l'expression, de le faire manuellement, puis de prendre... Puis, la seconde que la personne rentre dedans ton système, c'est automatisé. Pas juste ça, mais c'est indiqué d'où cette personne-là est venue. Puis après ça, tous tes médias sociaux sont connectés dans un système. Les gens sont là, ils ferment leur Facebook, ils ouvrent leur Instagram, ils ouvrent leur TikTok. Puis là toutes les conversations sont mises dans une plateforme. Là, tu es capable de suivre toutes tes conversations sans ouvrir tous tes programmes. T'sais, ça, c'est vraiment intéressant parce que nous, on doit publier une trentaine de capsules vidéo, de short form vidéo, 35-45 secondes par semaine, une trentaine. Donc là, ultimement, je suis rendu au point de programmer ce contenu-là en ligne à distance avec... je pense que c'est Later qu'on commence à utiliser. Mais ça, je le vois. Là, c'est comme, OK, il t'attend. Surtout qu'on republie sur 5 plateformes. Fait que là, tu fais x5. Imagine de le faire à mi-temps. Je le fais actuellement, mais ça me prend 1 heure par jour. Là. On va se parler après. Parce que c'est comme, dans un système, tu n'as pas besoin de faire ça. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre en place, c'est un spreadsheet Excel. Tu rentres tout ton stuff dedans, puis tu le rentres dedans l'affaire, puis c'est fait dans toutes les plateformes. Avec un Python, là. C'est comme, c'est plus de... c'est vraiment cool, les choses. Puis c'est comme j'ai dit, c'est pas super dispendieux non plus. Les gens qui commencent, c'est 140$ par mois, quelque chose de même, disons. Puis les gens plus avancés sont 500-600$ par mois. Mais c'est pas beaucoup, ça. Un employé à 500-600$ par mois, c'est rien, tu sais. C'est la valeur que ça amène à l'entreprise. Pense toujours, merci d'avoir rapporté ça. Pense à la valeur que ça rapporte à ton entreprise. Calcule ton temps. C'est les gens qui calculent pas le temps. Hein. Pas juste ça, mais en anglais, puis je pense au mot, mais don't market it if you can't measure it. Fait que, tu sais, si tu n'es pas capable de mesurer quelque chose, fais pas le marketing. Mais là, tu es capable de voir. Dessus, ces plateformes-là, essaye pour 6 mois. Essaye pour 1 an. C'est quoi? C'est 5-6 000 whatever, 4 000 Tu regardes à ton affaire, tu dis, wow, regarde ce que ça m'a rapporté. J'avais 0 de personnes sur LinkedIn, là, j'en ai 3 000. J'avais 0 de courriel, là, j'en ai 2 000. J'avais 0 de... Puis regarde à toutes les entreprises. Moi, je fais ça tous les jours parce que j'analyse toujours les choses. Je rentre dans une entreprise, ils ne captent pas mon information. Moi, je ne peux pas croire ça. Fait que si tu vas à un restaurant, le restaurant devrait avoir un code QR, clique, rentre dans notre newsletter. Le restaurant dit, écoute, je décide que le mardi, je vais faire du jazz. C'est voler du centre culturel. Mais je t'avais fait du jazz les mardis soirs. Bien, clique sur le Python, t'envoies à toute ta clientèle. Écoute, on a un live band les mardis. Mais si tu ne captes pas l'information de la personne, tu perds une opportunité. Parce que vous le savez, il y a juste 2 façons de faire de l'argent. Soit que soit que tu vas chercher un nouveau client ou tu vas chercher plus d'argent de ton client existant. C'est toujours plus facile d'aller chercher de l'argent de ton client existant que d'aller chercher un nouveau client. Tellement. C'est tellement ça. Puis cet aspect-là, on l'a développé justement avec notre clientèle de podcast. Du genre, on fait une deuxième partie. On a X nombre de clips qu'on veut développer pour le... Bon, c'est chargé par clip. Parfait. Fait qu'il y a une récurrence à chaque 6 mois. On fait, ça, c'est une formule. Je veux dire, il y a des gens qui c'est mensuellement et tout ça, mais... Fait que ça, c'est intéressant de garder dans ce funnel-là. Oui, exact. C'est ça. C'est des funnels. C'est des funnels qui sont bâtis. C'est pur et simple. Et puis, une fois que c'est bâti, ben tu n'as plus besoin de le faire. Tu peux le changer, tu peux changer les courriels si tu veux, puis tout le reste, mais le funnel est bâti. Ça fait que ça coûte un peu d'argent au début pour bâtir les funnels, puis tout le reste. Mais une fois que c'est fait... Comme tu dis, il y a de l'argent perdu dans les suivis qui ne sont pas faits, malheureusement. Ça, c'est tellement une belle façon de dire. Il y a tellement d'argent qui est perdu dans les suivis qui ne sont pas faits. Comme pensez à tout ce qu'on ajoute dans une vie, là. Et pensez à combien de fois... Moi, je dis que le business ghost me. Moi, je comprends pas ça. C'est comme, t'appelles quelqu'un pour un service, puis ils te rappellent pas. They ghost their clients. C'est comme... Ils vont me dire, moi, j'ai pas le temps, c'est trop J'ai pas le temps, c'était pas important. C'est pas une bonne raison. Pour moi, il y a un gros potentiel avec les produits saisonniers. Oui. Comme par exemple, si quelqu'un me donne un appel le samedi avant la fête des mères, « veux-tu acheter des fleurs? » Je dirais bien sûr, oui. À tous les clairement, parce que quand j'ai pas le temps... Puis à chaque dimanche matin à la fête des mères, je suis en train de scrambler pour des fleurs. Straight up. Ils ont juste... Je t'envoie le lien carte de crédit, c'est fait. Tu fais ça à travers des SMS. Tu reçois ton SMS. La fête des mères, clique ici pour voir nos bouquets. Tic, flac, puis c'est fait dans 3 secondes. Mais les gens ne le font pas. Les gens, peut-être qu'ils ne savent pas que ça existe. Puis ça, c'est une chose que j'ai appris. C'est que quand j'ai commencé en entreprise, j'ai dit, wow,
Moi, je pensais que tout le monde savait ça. C'est vrai. Mais ça m'a pris peut-être 10 000 heures pour figurer, tu sais, comment, tu sais. Toi, tu as parlé de ladder puis tout le reste. Les gens, ils savent pas ce que c'est, ça. Ils savent même pas comme... Fait que si tu es en train... C'est quoi la valeur que je te montre? Comment faire ça? Ça revient toujours à la valeur. Mais les gens ne le savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Exactement. C'est là où moi, je vois vraiment la vraie valeur d'avoir un consultant comme toi. C'est un peu comme un miroir à un entrepreneur. Oui, exactement. Dire, qu'est-ce que tu vois? Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? Puis qu'est-ce qu'on peut améliorer? Puis 100%. il faut quelqu'un qui est très honnête avec eux-mêmes, avec la tête ouverte. Oui, ça, à 100%. Puis des fois, les gens s'insultent. Puis c'est pas ma job de dire qu'est-ce qui marche bien, puis tout le reste. Mais je veux dire, ça fait partie de ça, mais faut regarder un portrait très honnête de l'entreprise. Puis de les regarder et de dire, écoute, ça peut pas marcher, ça. Si tu te fais frapper par un autobus, ta compagnie est finie, là. Tu as travaillé tellement fort, mais c'est toi qui fais tout. Fait qu'il faut regarder à automatiser, il faut regarder à t'enlever des affaires, puis il faut revenir à ta raison d'être. Pourquoi est-ce que tu as commencé en entreprise? C'est vrai. En premier lieu, tu sais? Parce que c'est ça ta passion. Exact. Quand tu trouves ta passion, tu vas le faire pour rien. Tu sais, c'est comme si c'est ça que tu veux faire, right? Right. Puis, on l'a touché tantôt, là, mais de ne pas devenir esclave de ton entreprise. T'sais, essentiellement, tu veux te délaisser ou devenir à un certain point, travailler sur l'entreprise et non dedans. Puis répondre à ces demandes-là. Fait que oui, si tu veux être en croissance, comme tu dis, c'est pas normal, tu appelles quelqu'un, il te répond pas par manque de temps. Ouais. Ça devrait pas être ça. Ça devrait être peut-être un système automatisé. Automatisé, tout. C'est un red flag, justement, parce que... Tout. Mais tout, à cette heure, c'est rendu au point que si quelqu'un appelle ton entreprise, ça rentre dans ton logiciel, l'appel est manqué, il y a un texte qui va automatiquement au téléphone en disant « Je m'excuse, j'ai été occupé. » Est-ce que je te le garantis qu'il n'y a personne qui fait ça? Une fois que la personne comprend que j'ai besoin d'un air climatisé. J'appelle une personne, pas de réponse. La première personne qui répond, c'est la personne avec qui tu vas faire affaire avec. C'est presque 100% garanti. Fait que si tu manques l'appel, moi j'accroche, puis là tu reçois un texto de la compagnie en disant « Je m'excuse, j'ai été occupé, qu'est-ce que tu as besoin? » Ben, j'ai besoin de nouvelles. Là, tu es en communication avec. There you go. C'est tout automatisé à cette heure. Il n'y a plus de raison de ne pas faire ça. Surtout aujourd'hui, il faut que ça soit dans l'immédiat, rapidement. Les clients attendent avoir une réponse immédiate. Oui. Donc, on est très impatients. Oui, puis on va passer au prochain appel. Juste tantôt, je ne donnerai pas la personne, mais on fallait régler une situation. Je vais l'appeler au téléphone, c'est plus rapide. Réponds pas. C'est comme, bon, OK, pas de problème, je comprends. Mais c'est comme, tu sais, comme... I know, tu sais, c'était cool, genre, je pourrais régler ça là. Tu sais, là, j'ai pas le temps, je suis comme en 2 épisodes, right? Ouais, c'est pas négatif en soi, mais c'est tellement des choses que tu peux noter puis mettre sur une feuille et dire j'ai telle problématique, j'ai une telle perte d'argent, de temps, il faut améliorer ça puis changer ça au plus vite. Puis c'est intéressant le plus qu'on parle parce que si tu remarques toujours les choses que je dis, c'est que c'est toujours à propos de simplifier. Puis de ne pas avoir peur de tout ça ici. C'est pas un gros monstre, là. C'est simple. Comme, il y a des affaires un peu compliquées pour un setup, mais c'est vraiment simple. Comme c'est vraiment du bon sens, tu sais. Oui. Mon père disait, ça n'a pas de bon sens, ça. Mais c'est que souvent, ça n'a juste pas de bon sens, tu sais. Et puis, il faut juste revenir au simple. Get back to the basics, tu sais. C'est comme, on revient aux choses. C'est les choses qu'on regarde en disant, ben revenons à ce qui est important. Right? Et puis, c'est vraiment comme, c'est toujours la simplicité des choses. Pourquoi compliquer tout? C'est pas compliqué, là. Il faut simplifier. Faut rendre ça d'une façon très simple pour que l'entrepreneur, que la personne qui est en entreprise, dit « Wow, tu sais, c'est pas mal intéressant, ça. Je suis capable de faire ça. » Mais il n'y a rien de mieux de voir un entrepreneur quand il commence à voir les résultats. Parce qu'une fois qu'il commence à voir des résultats, là, that's it. Tu ne peux plus l'arrêter parce qu'il commence à avoir des résultats et c'est comme, wow, ça roule vraiment bien. Si tu regardes ça, je suis rendu à ça, puis tu regardes les résultats, je suis là, puis là, je suis rendu là. Puis, mais encore une fois, si tu ne l'as pas mesuré, donc tu n'as pas comme un. Parce que moi, je dis toujours, j'ai un roadmap que je suis. Si tu n'as pas comme carte de route, là, si tu ne sais pas où c'est que tu es, puis où c'est que tu t'en vas, une fois que tu prends ton snapshot avec tous tes KPIs, là, tes Key Performance Indicators, des indicateurs de performance. C'est beau. KPI. Oui, exactement, des KPIs, mais c'est comme, tu sais, c'est pas compliqué, cela. C'est juste... Puis surtout, à cette heure, avec l'intelligence artificielle, c'est comme... on a tout ça de tu demandes à l'entrepreneur, quelle est la raison? Pourquoi veux-tu améliorer ta business? La raison est simple aussi. Je veux passer plus de temps avec ma famille. Oui. Je veux passer plus de temps à faire ce que j'aime. Right? Je veux passer ça à mes enfants. Je veux, il y a toutes sortes de raisons, là, de A à Z. Je veux vendre mon entreprise. Premièrement, toutes les entreprises avec qui je travaille, la première chose que je fais, c'est on veut faire un setup pour que ton entreprise soit toujours à vendre.
Puis il y en a qui comprennent. Je ne vends pas. Non, tu ne comprends pas. J'ai dit, il faut toujours regarder à l'entreprise puis dire, écoute, on va te mettre en forme, dépendant de la grosseur, mais il faut que tu penses toujours à the end game. En d'autres mots, si quelqu'un vient demain et va acheter ton entreprise, il faut que tu sois prêt à vendre. Si tes finances ne sont pas en place, si ton n'est pas en place, tu n'as rien, tu n'as pas de valeur. Là, tu sais. Fait que quand ils commencent à penser de même, OK, je comprends. Il faut faire certain que les choses sont en place, les affaires pour que tous les éléments soient en place pour que ça soit vendable à n'importe quel temps. J'ai jamais pensé à ça, c'est intéressant. Yeah. Non, Anthony, tu devrais être vendable demain. Oui, exactement. Oui, 100%. Vendable demain. Non, 100%. Yeah. Tu sais, 100%. Puis je trouve que tu as vraiment une belle approche, un bon service aussi, je pense qu'il est nécessaire. Puis quand je commence à travailler avec quelqu'un, par exemple, qui offre un service ou un produit, peu importe, puis que ça fonctionne, puis que ça permet à mon entreprise à croître, je vais être ton meilleur ambassadeur, dans le sens, fais affaire avec Norm, fais affaire avec Niva 10. Absolument. Les résultats sont concrets, c'est là. Fais pas d'autre chose, that's the one you need. Tu sais, je pense qu'il faut faire plus ça. Comme tu dis, malheureusement, le négatif est beaucoup plus poussé, beaucoup plus populaire que de dire « Ouais, j'ai un bon service ». Essayez de faire le contraire. Mettez plus de temps sur le positif, moins sur le négatif. Ah, 100%. À 100%. C'est la clé de la vie, ça. Là. Si tu dépenses tout ton temps dans le négatif, comment est-ce que tu peux même concevoir que tu vas avoir des résultats positifs si tu penses toujours négatif? C'est impossible. C'est impossible. Il faut penser positif, faut pouvoir. Mais aussi, les gens m'ont toujours dit quand j'étais jeune, perds jamais ton enthousiasme. Puis si je rencontre un entrepreneur qui ne sont pas vraiment enthousiasmés de leur entreprise, il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme, les chances de réussite sont minces. Puis ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il soit debout sur une affaire en client, tout le reste. Mais il faut que la passion soit là, par exemple. Il faut que ça soit quelqu'un qui est passionné, puis il faut qu'il y ait l'enthousiasme envers ce qu'ils sont en train de faire. Puis un exemple concret, c'est genre, pourquoi tu te lèves le matin? Dans le sens, mis à part ton alarme, tu peux avoir une excellente journée, hyped up, let's go, des gros projets. Est-ce que tu vas te lever demain à 6 heures, là, pour ton entreprise, right? Fait que, je pense que c'est la bonne question, puis le why vient, puis l'impact vient à ça. On arrive déjà à la fin de l'entrevue, guys. On a toujours 2 dernières questions. Puis après, on pourra faire un petit segment Switch to English, des snapshot questions. Fait que, Norm, ce serait quoi ta vision de succès? Ma vision personnelle ou la vision pour quelqu'un d'autre ou pour tout le monde? On peut peut-être l'expliquer en 2 volets, ta vision de succès personnel et professionnel. Ça, c'est toujours une chose qui est... on se fait poser ça, c'est quoi ta définition de succès? Oh, yeah. Et puis moi, je regarde à plusieurs choses, mais il y a 3 éléments que je regarde. C'est que les gens, pour moi, ont besoin de 3 choses vraiment importantes. Fait que si tu as contrôle sur ton temps, en autre mot, tu as 86 400 secondes aujourd'hui. Si tu as contrôle sur ces secondes-là durant ta journée, si à tous les jours, tu te lèves et puis tu fais quelque chose que tu adores faire, si ça change, c'est toujours comme excitant et tout le reste. Hein? Puis l'autre chose, c'est que le plus que tu fais, le meilleur sont tes résultats. Donc, ces 3 éléments-là, pour moi, c'est quelqu'un qui a du succès. En autre mot, ils sont en train de faire quelque chose. Je n'ai pas mentionné d'argent là-dedans, right? C'est vrai? C'est vrai, pas encore, non? C'est juste que si c'est pas important... L'argent, c'est super important, mais ces 3 éléments-là, pour moi, c'est la définition de quelqu'un qui a du succès. J'adore. Donc, ils ont toujours eu le contrôle. Évidemment, là-dedans, il y a des sous-affaires. En autre mot, est-ce que la personne... Parce que moi, fondamentalement, mes valeurs, c'est que tu dois traiter les gens comme il faut. Il y a une façon de faire les choses sans être méchant ou sans... Right? Fait que ça, c'est une valeur fondamentale. Si quelqu'un ne me traite pas, parce que je dis toujours, les gens vont te traiter de la façon que tu les laisses te traiter. Fait que si les gens te traitent comme ils sont pas bons à toi, ben non. Fait que ça, il y a des sous-affaires là-dedans, là, en termes de ton temps. Ça fait que dans ton temps, il y a toutes des valeurs là-dedans de qu'est-ce que tu fais avec ton temps aussi. Mais si tu contrôles sur ton temps, puis j'ai jamais rencontré quelqu'un encore qui dit « Oh non, j'aime ça, moi, de quelqu'un me dit « Faut que je me lève, faut que je sois à l'ouvrage de 9h à 5h à tous les jours, que faut que je travaille les fins de semaine, que je dois... » J'ai jamais rencontré quelqu'un qui dit qu'il aime ça. Parce que quand tu leur demandes qu'est-ce que tu fais pour quand tu es en vacances, c'est très rare qu'ils vont dire je veux quelqu'un qui contrôle mes vacances, contrôle mon temps, contrôle ce que je fais. C'est vrai. C'est comme j'ai adapté cette philosophie-là assez jeune. Et puis j'ai pu faire ça, surtout dans les dernières années. Puis c'est tellement le fun, c'est presque incroyable comment c'est le fun. Fait que le succès, ce serait avoir le contrôle sur son temps. Avoir le contrôle sur son temps, de te réveiller à tous les jours, faire quelque chose, tu es passionné, quelque chose qui change, tout le reste.
Puis le plus que tu fais, le plus sont les rewards, tu sais, le plus qui sont les... de récompenses. Il y a plus de récompenses dépendant. Puis ouais. l'opposé est fait aussi, par exemple. Le moins que tu fais, le moins sont les récompenses. Oh, si quelqu'un me dit, écoute, j'ai pas d'argent, j'ai pas rien, mais qu'est-ce que tu as fait? Rien. C'est pas moi qui l'ai pas fait, c'est pas moi qui l'ai fait. Là. Tu es assis à la maison à rien faire. Ouais. Tu peux, je veux dire, je suis gros, je suis 400-500 livres, ben oui, mais qu'est-ce que tu as fait? Ah, c'est la faute de la bouffe. Là. C'est la faute de la bouffe. Tu la faute de quelqu'un d'autre. C'est juste que ça, si tu regardes à ces éléments-là, puis si les gens regardent à ces trois aspects-là, pour moi, ça, c'est quelqu'un qui a du succès. C'est pas des gros chars, des grosses maisons. Ça, c'est le fun, ces affaires-là, mais c'est comme tu dis, ça va, puis ça vient, puis tout le reste. Puis, ultimement, je connais des gens qui valent dans les centaines de millions de dollars. Puis ils ont des belles maisons, tout le reste, mais c'est rien de fou. Puis je connais même, je ne veux pas dire le nom de quelqu'un, mais qui vaut comme 30 millions. Puis tu n'as aucune idée. Aucune idée. Des vieux vêtements, des vieux chars rouillés, tout le reste, tu n'as aucune idée. Ouais. Mais il est content. Ben oui, parce qu'il voit l'argent différemment. Il voit l'argent complètement différent, parce que tout le monde a le propre barème. Hey, excellente réponse, j'adore. Puis j'offre toujours la dernière question à Yvan. Fait qu'Yvan, je te laisse le plancher. Si tu avais un conseil pour le jeune Normand de 20 ans, quel serait ton conseil? Commence ton entreprise tout de suite. Oh, nice, let's go. Excellent. Et fais des erreurs. Fais des erreurs, commence tout de suite, par exemple. Puis, aie pas peur de faire des fautes. Aie confiance en toi-même à cet âge-là pour dire commence tout de suite. Entoure-toi de bonnes personnes. Right? Puis, écoute à tes mentors. Excellent. J'adore ça. Écoute à maman, écoute à tes mentors. Écoute à ta maman. Exactement. S'entourer des bonnes personnes qui peuvent te monter et t'apprendre aussi des choses. Puis de mettre son ego à part de dire, moi, je connais tout. Non, c'est pas vrai. Absolument, à 100%. Yeah. Merci pour ton temps, Normand. Merci, Yvan, évidemment. C'était très apprécié pour la mise en connexion. Puis le podcast qu'on a fait ensemble est incroyable. Maintenant, on va faire un petit segment en anglais. Fait qu'on va juste faire une petite conclusion. Évidemment, ce que je propose à mes invités, c'est toujours de faire une deuxième partie dans 6 mois. Peut-être plus tôt, tout dépendant de la page du studio, right? Yeah. Mais tu es toujours le bienvenu ici. Ça va être super cool si ça t'intéresse, évidemment. Yeah. Oui, awesome. Puis on va trouver un studio. J'aime ça. Nice. On en parle. Merci tout le monde, puis passez une bonne journée. Excellent. Merci. Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.